Nous allons, sans désemparer, je crois, passer à notre deuxième temps de la valse, même s'il y a quelques pas syncopés, puisque nous reviendrons à une table ronde. Et je vais donc demander à M. Étienne Coincé de venir à la table, puisque, en qualité de conseiller d'État et en qualité, bien sûr, de président de la Cour administrative d'appel de Douai, il va à nouveau plonger les mains dans les outils en nous parlant, avec une sorte de dédoublement fonctionnel d'ailleurs, de la mise en place d'outils pour favoriser la médiation, alors que vous êtes chef de juridiction et au premier chef, magistrat rendant des décisions juridictionnelles, mais favorables à la médiation. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci. Alors, je dois dire que je ne suis plus président d'une juridiction de première instance et ça crée chez moi une certaine frustration parce que mes expériences de médiation les plus intéressantes, évidemment, sont intervenues alors que j'étais chef de juridiction à la fois au tribunal administratif de Dijon et de Lyon. Et donc, je vais plutôt parler de ces expériences-là, espérant que Maître Gros, qui a parlé de saisir la Cour d'une demande de médiation, continuera dans son projet pour que je puisse enfin être confronté à une médiation en appel, ce que je souhaite tout à fait. Donc, je voudrais d'abord retracer un peu le cheminement qui a été le mien et qui montre pour quelles raisons aujourd'hui je suis extrêmement favorable à la médiation et que je pense qu'il n'y a aucun obstacle à ce que le juge administratif s'empare de la médiation et aille très loin dans la médiation. Le fait d'être juriste, on nous dit toujours « mais il n'y avait pas de texte, on n'était pas encadré ». Eh bien justement, quand il n'y a pas de texte, on fait ce qu'on veut. Hein, c'est mon sentiment. Bon, la liberté est la règle. Et alors, on attendait des décrets, on attendait à mon sens, c'est un peu inutile. On avait une loi qui nous autorisait à faire de la médiation. On fait de la médiation et justement, on n'était pas encadré, donc c'était beaucoup plus simple pour tout le monde. Et donc, il fallait être pragmatique, évidemment. On ne savait pas trop où on allait, mais il fallait y aller parce que c'était une nécessité. Et c'est mon expérience de plusieurs dizaines d'années en tant que magistrat qui m'a conduit à cette réflexion. Alors pourquoi mon premier échec, disons, en tant que magistrat, ou mon premier malaise en tant que magistrat, j'étais à la Cour administrative d'appel de Nancy et on avait une série de dossiers d'indemnisation à la suite des travaux du tramway de Strasbourg. On jugeait 4 ou 5 ans après les faits. Il n'y avait pas eu de constat au moment des travaux, on ne savait pas trop, les parties disaient que la route était bouchée, l'autre disait que la personne publique, la communauté urbaine disait que non. On ne savait pas trop où on en était, on jugeait un peu, comme on dit dans notre métier, un peu au doigt mouillé. Et donc, les faits n'étaient pas tellement établis, les préjudices pas tellement non plus, on n'avait pas eu d'experts comptables qui étaient intervenus dans les dossiers. Donc on avait environ 200 dossiers à juger, on a jugé 200 dossiers. Est-ce qu'on a bien jugé ou mal jugé? On avait quand même une forte frustration et une grande insatisfaction de la part de l'ensemble des membres de la Chambre en se disant, bon, est-ce que c'est vraiment ça notre métier, c'est-à-dire de juger sur la base d'éléments qui sont quand même relativement incertains et fragiles. Donc, à la suite de cette expérience, je suis arrivé au tribunal administratif de Dijon et la première fois que j'ai rencontré le maire président de la communauté d'agglomération, il m'a parlé de la construction du tramway. Alors aussitôt, j'ai dit, attendez, j'ai une expérience un peu insatisfaisante et donc je vous propose, si vous êtes d'accord, que l'on crée une commission d'indemnisation qui suivra ces dossiers en temps réel et avec une indemnisation extrêmement rapide. Parce que l'expérience que j'avais eue du tramway de Strasbourg, c'est qu'on avait un certain nombre d'entreprises, de commerçantes, qui avaient été mises en liquidation judiciaire. Donc c'était très bien, on allait indemniser 4 ou 5 ans après, mais l'activité économique était arrêtée. J'ai donc expliqué au maire qu'il me paraissait plus intéressant d'avoir une indemnisation, je dirais presque en temps réel. Et donc j'ai eu son accord, donc on s'est mis d'accord avec son directeur général.
Et on a créé une commission, mais il voulait absolument que ce soit présidé par un magistrat administratif, parce que bon, le régime des travaux publics est un peu particulier, il ne voulait pas qu'il y ait trop de dérives, et puis vis-à-vis de son conseil communautaire, ça passe mieux quand c'est un juge qui préside. Bon, c'est ce qu'il a pensé. Donc on avait des membres de la collectivité, on avait des membres de la CCI, et puis des membres de l'opérateur technique, et puis la CCI avait mis à disposition 2 agents à temps complet dont le numéro était à disposition de tous les commerçants de la ville. Dès qu'un matin ils se réveillaient, il y avait un engin devant leur porte où la rue était barrée, on pouvait appeler, les gens arrivaient dans la journée, on dressait un procès-verbal qui était contradictoire, et donc on avait les faits qui étaient établis. Et ça, en matière de dommages de travaux publics, c'est important. Parfois, on a des gens 6 mois après qui disent « j'ai dérapé sur le trottoir », il n'y a pas de témoin, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Là, on établissait les faits de façon incontestable. Bon. Deuxième temps, au sein de la commission, il y avait 2 experts comptables qui avaient fait une étude préalable de la situation économique un peu des commerces, suivant la nature du commerce, parce que ça peut être extrêmement changeant. Donc on avait une idée extrêmement précise de la situation économique du tissu local commercial en particulier. Et donc, les gens venaient après, on leur disait, écoutez, si vous voulez être indemnisé, venez devant la commission, présentez vos documents. Ça s'est très bien passé. La commission statuait tous les mois. Tous les mois, il y avait des avis de la commission. Alors, ils disaient non, c'est pas justifié, ou c'est justifié. Et oui, on propose une indemnisation à hauteur de temps. Et la communauté d'agglomération, quand elle réunissait son assemblée, elle votait au fur et à mesure les crédits nécessaires. Il n'y a eu aucune liquidation judiciaire. Et il n'y a eu, surtout pour le président du tribunal, une excellente chose, aucun recours contentieux lié à l'indemnisation des travaux du tramway. Pourtant, il y avait 2 lignes, et ça touchait le centre-ville et la périphérie. Donc là, je me suis dit, finalement, en faisant les choses de façon un peu plus correcte et en les remettant dans l'ordre, ça apporte d'une part, je pense, une satisfaction au public qui a le sentiment d'être entendu, écouté, et puis ça permet aussi à la justice de se désengorger, ce qui est un des soucis que l'on a en tant que praticien. Alors la deuxième expérience, c'est une fois au cours d'une audience, il y a une personne, un requérant qui était venu et qui me dit « Écoutez, pour la première fois, j'ai le sentiment d'avoir été écouté. » Alors ça m'avait un peu étonné. J'ai dit ils ont échangé des mémoires, ils ont eu toutes sortes de choses. Bon, et ça partait de l'idée qu'en procédure administrative, vous avez un certain nombre de décisions qui sont ce qu'on appelle des décisions implicites. La personne avait saisi l'administration d'une demande. L'administration n'avait pas répondu. Elle saisit le tribunal, elle n'avait pas demandé les motifs. Bon, elle a eu tort, mais enfin, elle n'avait pas demandé les motifs. Elle saisit le juge contre cette décision implicite. Elle ne sait pas pour quelle raison l'administration lui avait refusé ce qu'elle avait demandé. Bon, et puis les discussions se faisaient petit à petit devant le juge. L'administration commençait à dévoiler les raisons pour lesquelles cette décision avait été prise. Et finalement, devant nous, donc, il avait eu le sentiment que la procédure administrative n'avait servi qu'à une chose, c'est de lui permettre de comprendre pour quelles raisons l'administration avait pris cette décision. Donc, je me disais, mais est-ce qu'il y a besoin d'attendre 2 ans pour qu'une personne arrive à comprendre pour quelles raisons cette décision a été prise? Si on lui avait donné les motifs en son temps et en son heure, ou si quelqu'un était intervenu pour essayer de lui expliquer, parce qu'il y a aussi parfois des difficultés à comprendre les raisons pour lesquelles l'administration prenne une décision, ça aurait été beaucoup plus simple. Ça a été ma deuxième réflexion, si vous voulez, qui m'a conduit à trouver que la médiation-conciliation était une chose tout à fait bénéfique. Et le troisième temps de ma réflexion, ça a été en tant que juge de l'exécution. Vous savez, le juge administratif, depuis 1995, peut prendre des mesures d'exécution à la suite des décisions juridictionnelles qu'il doit prendre. Et on voit bien que dans un certain nombre d'hypothèses, les difficultés d'exécution tiennent plus à la psychologie qu'au droit. C'est-à-dire qu'on donne raison à une personne. Je me souviens toujours, ça arrive souvent ça dans les petites mairies, quand un maire veut se séparer d'une secrétaire de mairie, bon, il commence à lui trouver tous les défauts, il essaye d'engager une procédure disciplinaire, ça ne marche pas toujours parce qu'il n'a pas grand-chose. Il essaye après de la mettre au placard, ça ne marche pas très bien parce que la mise au placard aujourd'hui est sanctionnée. Bref,
Il y a des difficultés énormes. La secrétaire de mairie vient devant le juge. Si le juge lui donne raison, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est une question qu'il faut qu'on se pose. Et on voit souvent que, même si la secrétaire de mairie a raison, donc le maire doit la réintégrer, la remettre à son place, la vie devient impossible entre les deux. La vie devient impossible entre les deux. Donc, effectivement, quelqu'un parlait de congé de maladie, de situations comme ça. Donc, juridiquement, la personne avait raison, mais est-ce que ça lui rendait sa vie antérieure? Pas du tout. Donc, ce n'était pas satisfaisant. Le juge avait fait son office. Il pouvait être content de ce qu'il avait fait. Il avait ordonné la réintégration, il avait mis des astreintes, mais ça ne se passait pas bien et ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. Donc là, on s'est dit que si, effectivement, on amenait les personnes à essayer de discuter avant de saisir le juge, à pouvoir chacun expliquer sa position, dire quels étaient les griefs qu'il y avait, mais de façon un peu moins crispée que devant le juge, parce que devant le juge, on est dans un conflit, on est dans un litige, il faut qu'on nourrisse son dossier, alors que je pense que la médiation, c'est plutôt d'arriver à un terrain d'entente en reconnaissant les uns les autres ses torts éventuels, et pour arriver à une solution, bon, qui n'est peut-être pas la solution binaire qu'aurait le juge, annulation ou rejet, mais qui permettrait aux parties de continuer à vivre ensemble. Donc, c'est ces trois expériences qui m'ont conduit à être extrêmement favorable à ces problèmes de conciliation-médiation, suivant l'expression qu'on veut utiliser. Moi, maintenant, on utilise le terme médiation. Donc je pense qu'il y a un problème, c'est que le juge n'appréhende pas ces dossiers de façon psychologique. Or, la psychologie a un grand rôle dans la solution des litiges et des conflits, qu'on le veuille ou non. Alors, le juge, il y a une certaine part de subjectivité dans ce qu'il décide parfois, mais malgré tout, on est pris par un certain nombre de règles de droit, donc on a parfois le sentiment d'une certaine iniquité, mais peu importe l'iniquité, si c'est la légalité, bon, c'est très bien, tout le monde est content, on fait son travail, mais après, qu'est-ce qui se passe? Donc je pense que du fait que le juge maintenant s'occupe aussi de l'exécution de ses décisions, et donc de la suite qu'il doit y avoir, il doit également s'interroger sur la portée que peut avoir sa décision, sur la vie quotidienne des personnes qu'il a devant lui. Et donc ça nous amène un peu, je dirais, à nous humaniser aussi et à ne pas se retrancher derrière le droit, qui est quelque chose de très confortable, mais parfois à se poser des questions pour aller un peu plus loin. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai été amené à Lyon à prendre un certain nombre de dispositions, et j'avais la chance d'avoir une bâtonnière du barreau des avocats de Lyon qui était extrêmement favorable aussi à la médiation. Et donc on a passé une convention avec le barreau de Lyon. Le barreau de Saint-Étienne aussitôt a trouvé ça très bien, donc il nous a demandé à passer une convention aussi avec le tribunal administratif. Et cette convention nous a amené, tribunal administratif et section de droit public des avocats de Lyon et de Saint-Étienne, à se rencontrer régulièrement, à ce qu'on explique aux avocats quel était l'intérêt pour eux de la médiation, que les avocats nous disent aussi de quelle façon ils souhaitaient que la juridiction soit associée à cette médiation. Et donc, ça a commencé à être assez fructueux. On a commencé à travailler ensemble. Et donc, j'avais de plus en plus, mais j'ai dû partir après de Lyon pour venir à Douai, mais j'avais de plus en plus d'avocats qui venaient devant nous avec des conclusions principales, parce qu'il ne faut pas oublier que devant le juge administratif, il y a des délais. Donc, le problème, c'est que les avocats ne voulaient pas perdre la chance d'avoir leur procès. Il y a des délais de 2 mois en général. Donc, on s'était mis d'accord, il faisait une requête principale en demandant l'annulation ou la condamnation, et il disait, ceci étant, si l'autre partie est d'accord, nous sommes d'accord pour une conciliation. Et donc on interrogeait l'autre partie, si ça paraissait faisable ou si l'autre partie était d'accord, mais comme les avocats petit à petit étaient sensibilisés à cette question en droit public, on est arrivé à mettre en place un certain nombre de procédures. Donc ça a été le point positif. Par ailleurs, les avocats se sont mis aussi à se former. Il existe un diplôme universitaire à Lyon 2, et donc les avocats se sont mis à se former, et même le barreau a fini par dresser une liste des médiateurs, avocats qui étaient médiateurs et qui mettaient à disposition du tribunal pour le cas où on avait des médiations qui réussissaient. Donc c'est quelque chose de possible. Alors c'est une lente maturation, c'est pas évident du jour au lendemain, et je vous cache pas que ça se heurte à beaucoup de réticences
de la plupart des acteurs du procès administratif. Réticence d'abord de nos collègues magistrats. Moi, j'ai jamais, en 35 ans de carrière, j'ai jamais eu une formation sur la médiation. On ne m'a jamais parlé lors de ma formation de la médiation. En cours de carrière, si je m'y étais pas intéressé, un magistrat administratif ne sait rien sur la médiation. Nos collègues ont toujours le sentiment que c'est chronophage. Bon, ça va leur demander du temps, on a déjà tellement de dossiers, on a tellement de travail. Donc il faut leur expliquer que ça a des avantages, que ça leur fera gagner du temps. Et maintenant qu'en plus le texte a changé et que le médiateur n'est pas nécessairement un magistrat, c'est très bien. Le deuxième acteur, c'est l'avocat. Alors l'avocat, je vais peut-être dire des choses qui plaisent ou qui déplaisent, mais c'est un avocat qui me l'avait dit dans une des premières médiations. Il m'a dit, mais moi sur un plan économique, j'ai plutôt intérêt à faire un procès qui durera relativement long et pour lequel je serai plus rémunéré que d'avoir une médiation. Je lui dis, vous avez raison sur le plan économique, mais est-ce que l'intérêt de votre client, c'est celui-là? Donc je pense qu'il faut dire les choses entre nous de façon le plus simple possible. C'était vraiment une question. Ça peut arriver, mais je vous dis, petit à petit, le regard des acteurs a changé. Ça se passait plutôt bien, et ces réticences premières de la part des magistrats et des avocats, finalement, ont été un peu levées, même si je reconnais que nos collègues ne sont pas encore tout à fait enclins à s'engager de façon volontariste dans cette action. Alors, le troisième acteur, c'est l'administration. Alors, l'administration, je ne vous cache pas, on l'a dit ce matin, Xavier Libert l'a dit en particulier, l'administration, les administrations n'ont pas intérêt, toutes les administrations d'État, à aller à la médiation parce que le temps leur est favorable. Et je me souviens toujours d'un préfet où je lui parlais d'une déclaration d'utilité publique qui me paraîtrait tout à fait illégale. Il m'a dit, quand vous le jugerez ou quand ça sera jugé en appel, je serai déjà reparti. Et donc, j'avais été... Mais il y a ce facteur temps qui, avec le privilège du préalable, qui peut être un élément pour lequel l'administration ne sera pas enclin à accepter ce genre de médiation. Donc, dernier point, j'en ai terminé. Comment peut-on réussir à convaincre tout le monde de la médiation? Il faut que le magistrat soit extrêmement volontariste. Et moi, j'ai envoyé des lettres à des avocats pour leur dire on peut engager une médiation, ça ne marchait jamais. Il faut prendre son téléphone, les convaincre, au début surtout, parce que personne n'est habitué. Un coup de fil d'un magistrat pour leur dire attendez, je veux me décharger de votre dossier et aller voir un tiers. Bon, c'est un peu douteux. Donc il faut prendre son téléphone, lui expliquer, lui dire, et par téléphone, ça marche beaucoup mieux. Donc il faut que je parle à mes collègues magistrats, il faut avoir une politique volontariste et s'engager dans cette procédure et montrer tous les avantages qu'il y a en termes de temps, en termes de coûts, pour son client, à ce qu'on arrive à une médiation. J'en ai terminé. J'avais encore beaucoup de choses à dire, mais j'en ai terminé. Merci. Je suis obligé de partir à 3h30, ce n'est pas par désintérêt, mais c'est pour une obligation professionnelle. Merci. Nous vous regretterons, Monsieur le Président, et je dois dire que si vous avez un tout petit peu écorné l'imperatoria brevitas du Conseil d'État, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pour notre enrichissement, parce que je pense qu'on peut apprécier cet exemple, ce retour d'expérience d'un magistrat qui est capable d'une adaptabilité, décidément d'une adaptabilité aux fonctions qu'il exerce. Elle est humaniste et, comme vous l'avez dit, au premier chef, elle permet de choisir entre jugement et règlement amiable, transaction, médiation, celle qui rend le plus service à la personne en question et qui rend aussi le plus service à la juridiction, car elle désencombre le contentieux et du coup le magistrat se rend d'ailleurs service à lui-même. Et vous l'avez dit, car vous avez vécu cela avec force et vous êtes persuadé de l'intérêt de ces procédures, encore faut-il qu'il soit possible de persuader l'ensemble des partenaires qui ont des intérêts divergents et qui freinent ce qui doit se développer avec des exemples tels que les vôtres. Je vous en remercie.